Bienvenue dans cette vidéo qui est une captation d'une conférence tenue aux Archives départementales de La Réunion le vendredi 23 mai 2025. Elle porte sur les recherches archéologiques menées dans le cirque de Mafat, territoire isolé au cœur de l'île. Cette conférence présente les travaux de Jonathan Vidal, ingénieur de recherche au ministère de la Culture, et de Fanny Lachery, doctorante à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À partir de relevés lidar, de prospection de terrain et de ressources archivistiques, ils étudient les formes d'occupation humaine dans Mafat depuis les premières traces laissées par les communautés marronnes, suivies par celles des colons. Leur enquête éclaire l'organisation, l'évolution et la permanence humaine dans le cirque. Mesdames, Messieurs, chers habitués et moins habitués des archives départementales de La Réunion, je suis ravie de vous accueillir pour cette présentation des travaux des chercheurs Fanny Lachery et Jonathan Vidal au sujet du programme de recherche qu'ils mènent dans le cirque de Mafat. Et je les remercie tout particulièrement d'avoir pensé à nous pour cette première présentation à La Réunion de leurs travaux. Pourquoi une telle présentation aux archives départementales de La Réunion? Non pas parce que nous sommes une salle climatisée, mais parce qu'il me semble qu'il y a une spécificité réunionnaise dans les liens sur le territoire entre les archives et l'archéologie. Au niveau national, il s'agit pourtant de deux secteurs professionnels bien distincts. Certes, l'archéologie et les archives sont tous les deux rassemblés dans cette immense direction des patrimoines et de l'architecture au sein du ministère de la Culture, et leur législation est aussi rassemblée dans le Code du patrimoine, donc le livre 2 pour les archives, le livre 5 pour l'archéologie. Mais enfin, les pratiques professionnelles, les parcours de formation, les connaissances scientifiques requises sont distinctes. Sur le territoire hexagonal, pour un très grand nombre de chantiers ou d'opérations, le recours des archéologues aux documents d'archives est très limité, puisque les informations disponibles, que ce soit en vestiges ou en patrimoine mobilier, sont très nombreuses et peuvent se suffire à elles-mêmes, ou même être antérieures à la conservation de documents écrits, fouilles préhistoriques par exemple. En raison de l'implantation humaine pérenne tardive à La Réunion, au contraire, le recours aux archives par les collègues archéologues est rendu nécessaire et de fait largement pratiqué, comme vous avez l'exposé. Cette installation humaine définitive réunionnaise tardive explique malheureusement une institutionnalisation archéologique réunionnaise récente. Le service régional de l'archéologie n'a été créé qu'en 2010 au sein de la direction des affaires culturelles, ce qui en fait, pour reprendre le sous-titre d'un article d'Édouard Jacot, Virginie Motte et Jonathan Vidal lui-même, le dernier né des services régionaux de l'archéologie. Toutefois, la valeur n'attend pas le nombre des années et ce SRA a déjà permis de très belles avancées qu'on pense au cimetière marin de Saint-Paul, à la vallée secrète à Sillaos, dont la société civile s'est très rapidement emparée. Ces avancées se sont parfois faites en lien étroit avec les archives départementales. Les travaux menés sur l'archéologie ferroviaire, par exemple, avaient trouvé une belle caisse de résonance avec l'exposition des archives départementales titrant longtemps l'aventure ferroviaire de La Réunion, tenue de septembre 2022 à juin 2024, ici même. Les liens entre l'archéologie et le recours aux documents d'archives est donc plus étroit sur notre territoire que sur le sol hexagonal. Pour autant, même si les fonds des archives départementales constituent, pour reprendre le mot d'André Scherer dans son guide des archives de La Réunion de 1974, le plus bel ensemble d'archives que possède la France d'outre-mer, certaines réalités demeurent absolument absentes des documents d'archives. Et seule l'archéologie peut permettre d'en appréhender la réalité matérielle. Le marronnage est un de ces exemples. Certes, il est évoqué dans les horribles récits de chasse au marron ou dans les procès de marronnage conservés aux archives départementales, mais c'est bien l'archéologie qui va permettre l'enrichissement massif de la connaissance à ce sujet. C'est l'archéologie couplée au travail en archives qui permet de passer de la légende à l'histoire. Ces travaux archéologiques, comme notre mission de conservation et de transmission, se rejoignent dans un objectif plus grand, celui d'accroître la connaissance scientifique, et j'insiste sur ce mot, sur l'histoire de La Réunion. Car l'histoire n'est pas qu'un discours, elle est une science qui vise à établir des faits à partir de la critique de sources, qu'elles soient archéologiques, archivistiques ou autres. Sans plus attendre, je laisse donc la parole tout d'abord à Fabien Delrieux, nouveau conservateur du service régional de l'archéologie, puis ensuite à Madame Fanny Lachery et Jonathan Vidal sur les travaux qu'ils mènent et vous remercie par avance de votre bienveillante attention. Merci beaucoup Madame la conservatrice et surtout merci pour l'accueil que vous faites à notre discipline dans votre enceinte. J'avais souligné à juste titre
la corrélation intime qu'il y a entre les archives et l'archéologie, notamment à La Réunion. Donc, je ne reviendrai pas dessus, mais effectivement, il y a des relations de travail, des relations méthodologiques, des relations d'acquisition des données qui sont fondamentales, et vous l'avez fort bien souligné. Je compléterai juste votre propos en mettant l'accent sur 2 points particuliers qui me semblent importants par rapport à la conférence qui vous est présentée aujourd'hui. Je voudrais qu'avant que nos collègues vous présentent toutes les données de leurs travaux, on puisse mesurer 2 aspects qui me semblent vraiment fondamentaux, qui sont d'une part le côté inédit de ces recherches. C'est quelque chose, il faut bien l'avoir en tête, qui est totalement inédit à l'échelle nationale. C'est le premier programme, à ma connaissance, qui traite de l'occupation humaine dans la montagne tropicale. On n'a pas l'équivalent dans les autres territoires d'outre-mer, en tout cas pas l'équivalent avec cette constance, avec cet investissement qui a été donné ici. Et qui plus est, comme Emmanuel l'a souligné tout à l'heure, on a des données qui ne sont pas, vous allez pouvoir vous en rendre compte, qui ne sont pas forcément documentées par d'autres biais. C'est là tout l'intérêt de l'archéologie, y compris dans des contextes récents, modernes, voire contemporains, c'est qu'elle va permettre d'explorer de nouvelles pistes, d'acquérir de nouvelles données que parfois les archives ou les données historiques ne nous permettent pas de côtoyer. Donc je voudrais qu'on mesure vraiment l'intérêt de ce programme et son côté innovant qui est tout à fait évident. L'autre aspect qui, me semble-t-il, il est nécessaire de souligner, c'est l'investissement que ce travail représente. Alors ils ne le diront pas, mais il faut savoir que toutes les données qu'ils vont vous présenter nécessitent un investissement humain, un investissement physique, réellement, pour aller sur les sites. On est dans des milieux de haute montagne, donc les sites ne sont pas toujours accessibles dans de bonnes conditions. Il faut transporter le matériel, ils reviennent à l'instant quasiment de ces investigations. Donc ça demande un investissement réel, une passion pour cette discipline, une passion pour cette montagne, une passion pour les gens qui y vivent et surtout une passion pour les gens qui les ont précédés. Donc ces 2 aspects me semblaient importants et je ne vais pas aller plus loin, mais je souhaitais vous les mettre, éveiller votre attention sur ces 2 points-là. En attendant, je vous souhaite une très bonne conférence à tous. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, merci aussi de nous accueillir dans ces lieux pour, vous allez le voir, cela a été dit, présenter un programme de recherche qui fera la part belle à des interactions, à des éclairages mutuels entre les données de l'archéologie et les données d'archives. Vous allez voir comment les uns et les autres se complètent. C'est un programme que l'on mène depuis 2019 et que l'on continue de mener jusqu'à encore très récemment, puisqu'on est revenu hier d'une nouvelle session de terrain. Alors ces recherches archéologiques dans Mafate, pour commencer à en parler, eh bien, il faut d'abord regarder rapidement la topographie de ce territoire qui est singulier et qui, par cette première approche, cette première observation, ce que vous avez ici sur cette image en 3 dimensions, un modèle numérique de terrain qui montre le cirque et qui permet de comprendre tout de suite cette morphologie déjà délimitée par ces remparts et par cette topographie, par ces falaises qui en font le pourtour. Vous reconnaissez ici le Piton des Neiges, j'ai même mis du blanc pour que le nom soit valablement porté cette fois-là. Et donc vous voyez vraiment cette entité géographique enclavée au cœur de l'île et qui pour nous est un objet géographique en premier lieu qui nous a intéressés et pour lequel on a considéré que ça devait aussi être un objet historique à appréhender. Cette topographie, c'est une mosaïque de... Oui, je vais faire exemple, sinon c'est une mosaïque de relief, c'est aussi une mosaïque de paysages. Vous avez une illustration là de quelques paysages, alors avec la vue la plus... je dis souvent que c'est la randonnée la plus rentable de l'île, le chemin de Rochevert-Bouteille qui permet d'avoir le plus beau point de vue avec le moins d'effort possible et qui permet de voir cette topographie générale du cirque. Et puis vous avez juste à côté quelques vignettes de ces paysages très variés qu'on a dans ce même cirque. C'est-à-dire on dit Mafate comme une entité géographique mais avec quand même une variété de paysages, une variété de couverts végétales, une variété de représentations qui nous intéresse et qui finalement conduit aussi à une variété de types d'occupation archéologique et de types d'occupation humaine. Alors cette géographie, cette topographie, cette morphologie, elle est bien connue aujourd'hui, mais elle met du temps à se mettre en place et à être solidement représentée.
Donc en effet, la géographie du cirque, mais plus généralement de l'intérieur de l'île, est soumise globalement à 3 phases. La première phase, c'est la terra incognita. On ne va pas représenter l'intérieur de l'île, c'est pas ce qui intéresse les cartographes de l'époque, on va surtout se contenter des points d'amarrage, des zones d'ancrage, donc c'est la zone côtière qui est représentée. Donc sur cet exemple que vous avez là, vous avez simplement une visualisation, une projection du paysage vu des côtes sur l'intérieur de l'île, mais pourtant on ne le connaît pas. Deuxième grande phase, c'est la représentation d'une montagne centrale unique qu'on appelle les Trois Salazes et avec laquelle on représente un lac qui est fictif et qui est simplement une projection des géographes qui se disent qu'il faut bien qu'il y ait un lac au milieu pour alimenter toutes les ravines de l'île. Donc là, on est sur quelque chose de purement théorique. On comprend qu'il y a une montagne au milieu, on se dit qu'il doit y avoir des choses qui fonctionnent avec, mais pour autant, on y est peut-être déjà allé, mais on ne sait pas encore représenter ce centre. Et la première cartographie réelle du centre de l'île, il faut attendre 1793 avec la carte de Selhausen, qui lui va pour la première fois représenter de façon très proche de la réalité les 3 cirques, mais aussi la zone du volcan. Donc on commence à voir sur la zone de Mafat que le bas Mafat est mieux connu que le haut Mafat, qui lui est simplement figuré très globalement. Et par contre, dans son édition de 1814, on a une géographie qui s'est affinée dans le bas Mafat, mais aussi dans le haut Mafat. Donc on voit que les choses évoluent quand même assez rapidement. Donc pour la cartographie des hauts, c'est vraiment 1793 qui permet de fixer une géographie. C'est à partir de là qu'on le connaît. Par rapport à l'histoire, maintenant qu'on a vu la géographie, pour le grand public, donc j'insiste là-dessus, pour le grand public, la chronologie connue du cirque, ce que les gens savent du cirque de Mafat, c'est très succinct et c'est surtout très segmenté avec globalement 2 phases. La première phase dans Mafat, c'est le marronnage, l'époque du grand marronnage dans Mafat, qui finit en 1848 au moment de l'abolition, et suite à ça, on aurait l'installation des petits blancs. Donc ça, généralement, quand on discute avec la population, c'est ce que les gens ont à l'esprit sur l'histoire de Mafat. Et on verra que c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Du point de vue archéologique, on a très peu de données avant le programme qu'on a mis en place, avec des prospections de Madame Anne-Laure Dijoux qui ont été conduites entre 2008 et 2010, où elle a identifié quelques sites vus, mais aussi des sites potentiels avec un intérêt archéologique. Et pour autant, il n'y a pas eu de suite à ce projet-là, donc il n'y a pas eu de fouille archéologique avant que le projet que Jonathan porte ne se lance. Alors effectivement, c'est d'abord un espace géographique, on a vu qu'il se constitue dans le temps, et puis ce constat finalement d'un manque de données, d'une histoire très succincte finalement, connue uniquement dans ses grandes lignes, avec peu d'éléments précis dans ses jalons, peu de données archéologiques, vraiment pas de données archéologiques, et puis aussi une histoire qui se mélange beaucoup avec la légende et une clarification à faire sur la réalité de l'occupation de ce cirque dans le temps. Une histoire des hauts qui, pour le général de l'île, est lacunaire, et puis ce mélange entre la légende et l'histoire qui brouille un peu les pistes. En même temps, une opportunité méthodologique que l'on va voir qui nous a permis de commencer à avancer, et c'est donc dans ce contexte-là que le projet est né, avec l'envie d'explorer ce cirque de manière diachronique, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à une période en particulier, on veut travailler sur l'ensemble de l'anthropisation de ce cirque, et essayer d'avoir une approche méthodique, une approche factuelle, une approche des vestiges. Et on a commencé par les vestiges, même si ensuite on a aussi utilisé les archives. On a essayé vraiment de se dire il faut une approche scientifique, une approche pratique pour mener cette enquête. Je fais souvent en archéologie le parallèle avec une enquête policière où on a les témoignages et la police scientifique. L'archéologie, c'est la police scientifique de l'histoire. On va essayer de chercher les preuves matérielles et de reconstituer le fil à partir de ces éléments-là. Et donc, notre objectif, à partir de ce qu'on va vous présenter, c'est de reconstituer petit à petit l'histoire de l'anthropisation, la façon dont ce cirque a été peuplé petit à petit jusqu'à nous. Alors notre projet, c'est ce qu'on appelle depuis quelques temps, parce qu'il y a des modes, on appelle ça une approche intégrée en archéologie, en tout cas une manière de travailler qui
qui mobilise plusieurs disciplines. L'archéologie, bien sûr, mais aussi la géologie, la géomorphologie, pour pouvoir ancrer nos découvertes dans un contexte naturel. Des observations botaniques dont Fanny vous parlera, qui vont beaucoup nous aider. Et une étude en archives très importante qui va vraiment être éclairée par les données archéologiques et qui va éclairer un certain nombre de nos données archéologiques par ailleurs. Néanmoins, pour commencer un tel projet, qui dès le début était un peu ambitieux à notre avis, en raison de la taille, le cirque de Mafate, c'est un peu plus de 100 km², avec une topographie difficile d'accès et donc avec un accès qui est très limité, puisque vous le savez, par vos expériences de randonnée diverses et variées, se rendre sur place n'est pas le plus simple. Heureusement, on a bénéficié d'une technologie qui est utilisée en archéologie maintenant depuis une bonne quinzaine d'années, qui est la technique du lidar, qui consiste à détecter par un laser aéroporté les reliefs du sol. C'est ce que vous avez sur l'animation ici. On a un scanner embarqué dans un avion ou dans un hélicoptère, ici en l'occurrence, qui envoie des impulsions vers le sol. Ces impulsions touchent le sol. Quand vous êtes dans la forêt, si vous regardez vers le ciel, vous voyez passer un peu de lumière. Le laser, c'est de la lumière. Et donc, il y a une partie de ce rayonnement lumineux qui va atteindre le sol. Et ensuite, on peut enlever le couvert végétal pour ne voir que les micro-reliefs du sol. Ces micro-reliefs, pour certains d'entre eux, sont ce qu'on appelle des anomalies, puisqu'ils sont en rupture avec leur environnement, et constituent en fait des indices de vestiges archéologiques potentiels. Et donc, on a bénéficié... Alors, est-ce que ça va se déclencher ? On a bénéficié sur le cirque d'un relevé qui a été fait... Il faut peut-être sortir du diaporama. D'un relevé qui a été réalisé en 2014 sur l'ensemble du cirque, mais qui n'avait pas encore été exploité et que l'on a traité, que l'on a exploité à partir de 2019 pour identifier les sites sur lesquels il y avait des vestiges archéologiques, pour identifier aussi les accès, parce que c'est quand on met les choses en 3 dimensions qu'on se rend compte comment on va être capable ou pas capable d'y accéder, et puis pour agréger toutes nos données sur un même fond. Quand on travaille sur beaucoup de disciplines différentes, il faut un fond de référence et c'est cet outil qui nous a vraiment servi à cela. Une trentaine de sites ont été repérés à ce moment-là et on a décidé ensuite d'aller sur place pour les études. Si tu peux reprendre le diaporama, c'est bien d'être à deux. Alors, ce traitement, ce relevé, il demande des traitements un peu spécifiques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui demandent à ce qu'on se penche à différentes échelles sur les lieux pour faire des analyses informatiques de ces reliefs et identifier des endroits où il y a des structures archéologiques. Et donc on fait plusieurs traitements différents, en particulier dans une topographie comme celle-là. Et cette première phase de recherche nous a permis d'identifier des sites, mais aussi d'identifier des types de structures, de pouvoir faire des typologies de formes que l'on voyait, des enclos, des murets, des terrasses, des aménagements divers et variés, et de pouvoir commencer à classifier les choses de cette manière. Et pour que vous ayez une idée, voici par exemple un exemple de site où on a vraiment des terrasses, des enclos qui apparaissent. Et donc on fait d'abord un premier travail sur ordinateur pour cartographier, pour représenter ces sites archéologiques et commencer à les identifier. À l'échelle du cirque, on a plus de 4000 anomalies, 4000 entités à valeur archéologique qui sont réparties sur le cirque, et bien au-delà, en dehors des zones à habiter aujourd'hui. Alors après ce travail préalable, après ce travail de préparation des données pour cibler nos opérations, eh bien, on a mené des prospections archéologiques. Donc en archéologie, quand on parle archéologie, on entend souvent, on imagine souvent la fouille archéologique elle-même. Mais avant de pouvoir fouiller un site, il faut d'abord le trouver, regarder un peu à quoi il ressemble. Et donc on a fait d'abord des prospections pédestres qui consistent à aller sur les sites, à les expertiser, déjà les retrouver, à les expertiser, à les dégager de la végétation, à voir s'il y a du mobilier au sol qui nous permet de les dater, à étudier un peu les différents modes de construction que l'on peut retrouver, à regarder la végétation alentour. Et nous avons mené, alors au moment de l'écriture du diaporama, mais ça a un petit peu changé depuis, on avait à peu près passé 1 mois au total sur le terrain, maintenant on est à 1 mois et demi, avec des méthodes d'intervention variées, où on se rend sur place à pied, parfois en cordée, parfois déposé en hélicoptère, avec des équipes réduites, parfois un peu plus importantes, avec nos collègues du Parc National, avec des amis mafatais qui nous ont accompagnés également,
avec des collègues de l'Observatoire volcanologique. Alors voici pour le contexte général de notre recherche, et on va vous parler maintenant de quelques-uns des vestiges que l'on a pu mettre au jour, parce que ça serait trop long de tout vous montrer, mais on a organisé ça de manière thématique, et on va commencer avec les zones agricoles, les traces de l'occupation agricole de Mafate. Donc les zones agricoles, c'est quand même ce qu'on retrouve, ça fait partie des sites qu'on retrouve le plus fréquemment. Le cirque de Mafate était dans son histoire un lieu où on pratiquait beaucoup l'agriculture, on pratique toujours de façon beaucoup plus réduite à titre personnel l'agriculture. Donc c'est vrai que ce sont des sites qu'on s'attendait à retrouver, qu'on a retrouvés. Donc on vous présente deux exemples. Donc le premier, c'est le site du Grand Benjoin, qui est à côté de l'Illette à Bourse, donc dans le bas Mafate en rive droite. C'est un plateau qui fait à peu près 1 km de long et pour lesquels on n'a pas pour le coup de données d'archives textuelles à notre connaissance. Alors pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, l'Illette à Bourse, ça prenait en compte tous les petits plateaux annexes, et donc on ne sait pas quand on a une archive qui parle de l'Illette à Bourse si ça nous parle de Grand Benjoin ou de plus loin sur l'Illette. Donc pas de données textuelles pour nous aider. Les seules données historiques qu'on a à notre disposition, ce sont des photographies aériennes des années 1950, 60, 70, qui nous permettent de montrer qu'à ce moment-là, on a toujours une activité, mais une activité qui, a priori, était présente depuis bien plus longtemps. Au niveau des vestiges archéologiques qu'on retrouve, alors c'est quelque chose, si vous êtes baladé sur la zone du Grand Benjoin, vous avez vu les vestiges parce qu'ils sont très visibles, ils sont très présents. Donc ce sont notamment de grands murs parcellaires que vous pouvez distinguer ici, donc de très gros andins, des murs très imposants, qui constituent en fait des limites de terrasses, des limites de parcelles. Autre type de vestiges qu'on retrouve, ce sont des enclos. Alors les enclos mafatais ont un petit peu la spécificité de mettre à profit des gros blocs qui sont dans le paysage qu'on ne peut pas éliminer. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? On utilise ces gros blocs pour construire pour construire des enclos à partir de ces blocs. Donc ça c'est un truc qu'on retrouve très très fréquemment. Donc des enclos, quelques grands enclos sur le site, 5, 6, et puis des terrassements, de nombreux terrassements qui permettent de mettre en culture ces vastes zones. Au niveau du mobilier, on en a très peu, mais c'est du mobilier domestique qui est plutôt daté du début du XXe siècle. Donc globalement, la zone de Grand Benjoin, c'est une zone agricole sur laquelle on a des petites habitations donc, qui sont représentées ici, donc en gros 3-4 zones d'habitation, mais surtout une très grosse organisation en parcelles qui sont cultivées et on va vraiment diviser le terrain pour organiser une activité agricole. On a donc une activité qui est aussi traduite par des restes végétaux. Sur place, on a toujours des végétaux qui poussent, qui sont en rupture avec la végétation typique de la zone. Donc c'est de la végétation relictuelle. Ce sont des reliques de pratiques agricoles et on arrive à les retrouver. Donc sur ce site, c'est notamment du caféier et des manguiers. C'est globalement les espèces qu'on va retrouver dans Mafate. Un deuxième site, c'est à l'extérieur de Roche-Plate, donc en se dirigeant vers Trois-Roches, vous traversez le plateau Serre, donc c'est un vaste plateau qui lui aussi cumule une très grande densité de vestiges qu'on peut voir du sentier de randonnée, donc on s'y est rapidement intéressé. Il partage à peu près la même histoire en termes par le fait qu'on n'ait pas d'archives textuelles pour cette zone, et on a le même type d'archives aériennes qui montrent une activité, une implantation humaine dans les années 60-70, mais qui doit remonter de bien plus tôt. Donc là, une concentration de vestiges que vous voyez ici, donc c'est à peu près sur un gros kilomètre carré qu'on a une énorme concentration de vestiges. L'architecture qu'on retrouve, c'est une architecture en pierre sèche, là aussi avec de très grands murs parcellaires qui vont diviser l'espace entre voisins, des enclos, alors là de tailles et de formes très diverses et très variées, et puis un étagement en terrasse pour essayer de maximiser l'utilisation du terrain à disposition. Là aussi, le mobilier peu nombreux, mais toujours une activité domestique.
avec l'apparition surtout sur ce site de mobilier artisanal. Donc ça vous évoque peut-être quelque chose, parce que ça a évoqué des choses à beaucoup de gens à qui on les a montrées. Donc une boîte de sardines Pilchard qui a été trouée au clou pour en faire une râpe. Donc une râpe à maïs ou une râpe à manioc, voilà, c'est pas encore déterminé. Mais voilà, donc ce genre de petit mobilier fait main en fait, artisanal. Donc là, à la différence de Grand Benjoin, on a réellement un village qui est centré autour d'une agriculture. Ce n'est pas des habitations avec de grandes zones exploitées, c'est vraiment des petites maisons avec leur agriculture propre et personnelle. Donc ça se rapproche beaucoup de ce qu'on retrouve encore actuellement dans Mafate aujourd'hui. Et pour terminer donc, sur les zones agricoles, c'est vrai que ma spécialité donc, en archéobotanique permet d'avoir un œil un petit peu plus attentif sur les végétaux qui sont toujours présents sur les sites et qui ne sont pas censés y être. Donc par exemple le vétiver, donc une magnifique image de vétiver complètement sec qu'on retrouve sur un site où il n'y a absolument plus rien d'autre que quelques murs. Des palmiers dattiers, des pitayas, des ananas, des mangues, des bibasses, donc ça va un petit peu dans tous les sens. Et ça ouvre une porte sur ce qui était cultivé à Mafate. Et voilà, c'est aussi une partie de ce programme de recherche. Oui, on a les structures, on a les bâtis, mais on a aussi du vivant et de la biologie à travers les plantes qui restent sur place. On change de sujet avec un autre type de site, si on peut appeler ça comme ça, vous allez voir. Nous allons donc parler du marronnage. Donc le marronnage qu'on voyait dans la chronologie de tout à l'heure, marronnage qui occupe dans l'esprit de tout le monde une très grande partie de l'histoire de Mafate. Alors nous, on voulait aborder aussi le marronnage à travers les archives, parce que voilà, comme le disait Madame Giry, nous, les archives nous ont été très utiles. Les archives primaires du marronnage dans Mafate sont très peu nombreuses. Il n'y en a pas autant que le grand public peut le penser, et surtout elles sont toutes issues des détachements de chasseurs de marrons. La zone du Bronchard, elle est citée comme le lieu où on trouve un campement marron dans 2 rapports. Il n'y a que 2 rapports qui parlent du Bronchard, donc en 1747 et 1751. Et on va prendre un peu de recul dans le sens où on ne sait pas vraiment dire à la lecture de ces archives si on parle du sommet du Bronchard ou de la zone étendue du Bronchard. On parle des îlettes au-dessous du Bronchard, on ne sait pas forcément le positionner. En tout cas, dans ces 2 rapports, on va nous parler la première fois de 4 à 7 cases en paille ou en bois rond, donc en rondin, et en 1751, on passe à 2 cases. Par contre, de façon assez invariable, sur les 2 rapports, on a un espace de culture qui est plutôt central où vont pousser des patates douces, du maïs et des haricots. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, surtout compte tenu de ma spécialité, donc c'est vraiment une donnée factuelle importante. Les rapports, donc c'est pas nous qui l'estimons, mais c'est vraiment dans le rapport de l'archive, les chasseurs de marrons vont estimer qu'il y a 12 personnes qui peuvent vivre dans le camp en 1747, puis 4 personnes en 1751. Au total, dans cette zone, c'est une femme qui est capturée et il y a 3 personnes qui sont tuées sur la zone. Donc ça, c'est pour les données factuelles sur le Bronchard. Le problème, entre guillemets, c'est que le Bronchard, c'est un lieu qui est très important dans le roman d'Eugène Daillot. Eugène Daillot qui a écrit un roman fictif, Bourbon pittoresque, en 1844. Eugène Daillot qui était en plus abolitionniste, 4 ans avant l'abolition de l'esclavage, donc c'est un roman qui est très orienté et qui n'est pas à prendre pour une réalité quelconque. Maintenant que ce petit point factuel sur les archives est fait, on peut revenir à Mafate. Donc Mafate, le mot Mafate, ce serait un nom, donc il y a plusieurs étymologies possibles, mais souvent on entend que c'est un chef marron qui serait tombé du haut du Bronchard, qui s'appelait Mafac, et qu'en tombant, on a voulu honorer sa mémoire et on a rappelé tout le cirque Mafate. Alors cette personne a bien existé, on a 2 archives qui traitent de cette personne. C'était une personne mise en esclavage par la Compagnie des Indes et il a été tué par un des membres du détachement de François Monsard en 1751. Donc ça c'est de la vérité. Par contre, dans l'archive qui traite de sa mort et qui est donc conservée aux archives départementales, on ne fait pas état de son statut de chef de marron, ni même de chef de marron de Mafate. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ajouté a posteriori. De la même façon, il ne tombe pas du Bronchard. Il est tué à proximité dans la zone du Bronchard. Il est tué sur un camp. En tout cas, il n'est aucunement fait mention d'une chute.
Et de la même façon, dans l'archive, il n'a pas de relation avec Rahariane, qu'on francise parfois en Marianne. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dit non plus. Il dit cette femme qui a été tuée s'appelle Marianne. Point. Donc Mafak, c'est une figure historique, c'est un personnage qui a réellement existé, c'est pas une légende, mais on le connaît très peu en tant que personnage, puisque dans les archives il est peu présent et que sa figure a été reprise a posteriori par Eugène Daillot notamment, en lui attribuant une histoire totalement fictive, en lui apportant des qualités à la limite du mystique en en faisant un sorcier. Donc ici, la légende va vraiment brouiller la réalité historique. C'est le cas pour Mafak, mais c'est aussi mais c'est aussi le cas pour d'autres marrons, par exemple Anchin, Simandef, la Reine Fourche. Donc on a tout un réseau de légendes et d'histoires réelles à un petit peu démêler. Donc ces légendes, elles sont très importantes dans le domaine public et dans un cadre mémoriel, c'est normal qu'elles existent, mais par contre, nous, dans notre travail de recherche de la véracité historique, on a quand même intérêt à s'éloigner de cette légende pour vraiment voir la réalité des faits. Donc actuellement, on a une partie de la littérature et de la communication qui propose l'hypothèse d'un royaume au centre de l'île, donc le royaume de l'intérieur, mais en faisant intervenir des écrits en partie fictifs, donc notamment Eugène Daillot, qui peut être pris comme quelque chose de véridique, en tout cas à prendre comme quelque chose de rigoureux. On a aussi l'utilisation de récits qui sont bien postérieurs à la période du marronnage, et donc plutôt autour de la période de l'abolition. Et on a aussi une interprétation qu'on peut juger discutable de la toponymie, et que nous, dans nos recherches sur le sujet, on n'arrive pas du tout au même résultat. Pour revenir à l'archéologie et de notre vision archéologique de la lecture des archives du marronnage, nous, ce qu'on en retient, c'est que les communautés dans Mafat sont plutôt petites. Généralement, on a moins de 10 personnes par camp, donc on n'a pas de gros villages, ce sont une toute petite communauté, sans organisation commune. Il ne semble pas y avoir de lien entre les différents camps. Il n'y a pas ou peu de structures défensives, donc pas de palissade, il n'y a pas du tout ce qu'on pourrait imaginer dans le cadre d'un royaume intérieur, par exemple. Il n'y a pas d'offensive ou de riposte marronne au moment des détachements de chasseurs. C'est pas si un jour J, un détachement de chasseurs qui va dans Mafat, qui s'attaque à un campement, le jour J+2, il n'y a pas du tout d'offensive sur le chemin du retour, par exemple. Les données d'archives ne montrent pas d'architecture pérenne, c'est toujours des choses en matériaux périssables. Donc là, c'est aussi une problématique pour l'archéologie parce que ça va être très difficile de retrouver ces structures. Par contre, en effet, il y a quelques bandes qui sont plus organisées, qui sont dirigées par un chef, et c'est notamment le cas du chef Laverdure, qui est littéralement traqué en 1752 par plusieurs détachements de chasseurs. Donc voilà, pour l'archéologie du marronnage, nous, on va avoir beaucoup de mal à le trouver, à trouver des traces tangibles de ça, et pourtant, on sent que le Bronchard, c'est une zone à aller explorer. Alors effectivement, cette lecture archéologique des archives, finalement, un peu factuelle sur le matériau, elle montre qu'on n'a pas de possibilité de retrouver les cases en paille en bois 300 ans plus tard. Néanmoins, la zone du Bronchard, c'est un secteur qui, archéologiquement, a de l'intérêt, qui avait déjà été parcouru rapidement par Anne-Laure Dijoux et sur lequel on a mené une campagne plus précise déjà en 2020, et puis là, cette année, où on vient de refaire une petite campagne dessus. Et sur l'ensemble de la zone du Bronchard, alors de toute façon, par rapport au marronnage, on ne sait pas si c'était vraiment sur le Bronchard ou pas plutôt sur un îlet un peu en dessous, eh bien, on identifie quand même des structures assez nombreuses qui sont réparties surtout sur les 2/3 nord-ouest du Bronchard. Vous voyez, on a la représentation ici, il y a un petit peu moins de choses au sud-est. Alors, dans le type de choses que l'on retrouve, ce sont là aussi des constructions en pierre sèche, avec des choses qui sont parfois assez imposantes, des murs, des murets assez hauts, beaucoup de murs de délimitation et des enclos qui sont circulaires ou ovoïdes, avec parfois une petite excroissance accolée. C'est vraiment des grands enclos ou des grandes délimitations qui font beaucoup plus penser à des zones pour mettre du bétail qu'à des zones de culture comme on pouvait avoir sur le plateau Serre par exemple. On retrouve un peu de mobilier associé à ces structures. Et puis sur le plateau du Bronchard, donc on a une partie qui est un plateau mais qui est un peu vallonné, et puis autour,
il y a des petites niches d'érosion, des petits creux. Et dans ces zones-là, on a une occupation un peu différente. On a là plutôt des habitats avec des constructions qui sont faites en terrasse et où on a des aménagements pour mettre des petites cases. Et donc un habitat un peu périphérique à ces zones d'enclos qui sont là pas très visibles aujourd'hui parce que c'est vraiment bien sous la végétation et puis en dessous du sentier qui permet de faire le tour du Bronchard. Mais lorsqu'on s'y rend, on voit bien les structures et on voit là qu'on est plutôt dans de la construction domestique à cet endroit-là. Et donc, sur la synthèse de ce qu'on a au Bronchard, alors qu'on est à Roche-Plate, on est tout près de la zone de Plateau-Serre, enfin tout près, on le voit en tout cas, on a une occupation là aussi qui est agricole, mais plutôt liée à l'élevage, avec vraiment des enclos pour différents types d'animaux, et puis des habitats en périphérie qui sont à proximité de ces secteurs-là, et une datation qui est au 19e siècle, d'après le mobilier que l'on retrouve. Alors là, tout récemment, on vient de faire un sondage à l'intérieur d'une de ces structures. On voit qu'on a des potentiels stratigraphiques sur certaines qu'il faut bien cibler, et donc peut-être que des investigations supplémentaires sur cette zone nous apporteront un peu plus d'informations, là aussi en termes de chronologie, mais on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne avec la zone de Plateau-Serre et qui montre que ce site qui aujourd'hui est complètement abandonné, on peut faire un beau petit tour de randonnée sur le pourtour du sommet du Bronchard pour visiter, mais qui est vraiment couvert de broussailles et de végétation. Eh bien, on avait une zone qui était intégralement occupée et aménagée pour pouvoir faire de l'élevage dans ce secteur. Autre type de structure archéologique que l'on retrouve, on a fait une catégorie pour ce qu'on a appelé vraiment les habitats isolés. On vient de vous montrer des zones plutôt agricoles ou des zones avec de l'habitat et de l'agriculture qui sont plutôt sur des secteurs un peu étendus. Étendu, tout est relatif, bien sûr, dans la topographie, dans le contexte dans lequel on se trouve, mais dans des secteurs où on a pu quand même faire des aménagements un petit peu plus vastes. On retrouve aussi dans nos données archéologiques beaucoup de sites qui sont vraiment dans des secteurs très isolés, très réduits, où vraiment on voit que des aménagements ont été faits dans des zones sur lesquelles on ne serait pas spontanément allé s'installer. C'est notamment le cas de la zone du Bras de Sainte-Suzanne, qui est un bras de rivière tout au nord-est du cirque de Mafate et qui aujourd'hui n'est desservi par aucun sentier de randonnée, qui est un petit peu parcouru par des braconniers dans le secteur, mais c'est tout. Et nous avons fait une campagne intégralement dédiée à ce Bras de Sainte-Suzanne, sur lequel nous avons pu visiter toute une série de sites sur lesquels des vestiges archéologiques apparaissaient dans notre relevé. Alors pour certains, l'îlet de Patate est connu, parfois on a pu aller jusqu'au barrage qui est le dernier point accessible, et on s'est particulièrement intéressé à une série d'îlettes qui sont vraiment dans la partie centrale, dans la partie la plus reculée, et qui vous montre ici sur cette vue en 3D où vous avez à la fois la topographie avec la rivière qui passe en dessous, et puis ces petits plateaux qui sont situés à peu près à 100 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Toutes les zones ici en couleur sont les relevés des structures archéologiques que l'on a pu retrouver dans ces espaces. Et lorsque l'on a accédé à ces zones, qui étaient, je vous disais déjà, pour venir sur la zone en bas, il n'y a pas de sentier, mais alors pour accéder au plateau, c'est encore un peu plus difficile. On a été vraiment surpris de retrouver des vestiges aussi importants et aussi bien conservés, puisque après dégagement de la végétation, eh bien, on a, et si je fais comme ça, je pense, si j'enlève ça, c'est pas grave, il y a une animation, on n'est pas obligé de la montrer. Et on a retrouvé même des vestiges de soubassement de cases avec, pour certains, les poteaux en bois qui sont encore encastrés dans la construction en pierre et qui nous permettent là de voir vraiment un habitat intégral. Alors sur cette îlette, sur un îlette, il y a une case et puis d'autres petits aménagements. Et on a retrouvé trois vestiges comme celui-ci. Bon, celui-ci, après dégagement, est le mieux conservé, ce qui nous permet d'avoir un peu une meilleure idée des modes de construction et des types d'habitats dans cette zone. C'est aussi un site sur lequel on a retrouvé beaucoup de vestiges mobiliers, avec énormément de verres, beaucoup de bouteilles de médicaments, des bouteilles de boissons, alcoolisées ou non, avec des chronologies qui vont du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, puisqu'on sait que le Bras de Sainte-Suzanne a été abandonné pour les toutes dernières familles dans les années 1948-1950 pour les derniers habitants. C'est un endroit qui est vraiment très riche en termes de mobilier archéologique et où on a pu voir un peu la diversité des provenances des objets avec des bouteilles qui viennent d'Écosse, etc.
On a également tout un mobilier domestique avec de l'outillage, avec un briquet comme vous avez ici à gauche qui fonctionne avec une pierre, avec un silex pour pouvoir faire une étincelle, avec ces petits chaudrons qui commencent à être utilisés au XIXe siècle et qu'on peut retrouver encore parfois en agrément dans des jardins lorsqu'ils n'ont pas été débarrassés. Et puis même un petit oratoire cultuel que l'on a retrouvé dans une des habitations. Alors sur ce site, sur cette zone de site très riche, on a vraiment plusieurs îlettes qui sont étagées, mais même entre ces îlettes, on a identifié des zones, des liaisons de communication, de circulation entre les îlettes, mais aussi entre les îlettes et des espaces supérieurs. Si vous regardez ici, par exemple, on en a un qui est là, et le petit lacet que vous avez là, c'est la trace d'un sentier que l'on a réussi à suivre un petit peu en partie, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, et qui permet d'accéder à un étage supérieur, 200 mètres d'altitude un peu plus haut, à des zones de replat encore un petit peu plus difficiles d'accès et sur lesquelles il n'y a pas ces mêmes aménagements, puisqu'on n'a pas vu les vestiges archéologiques dans notre relevé, mais qui montrent qu'il y a toute une organisation globale de la zone pour accéder à ces espaces hauts. Et donc si on regarde en perspective, nos îlettes, ils sont ici, alors ils ont l'air près de la rivière, là, quand on regarde avec cette échelle-là. Au-dessus, on a le rempart de la roche écrite qui est complètement inaccessible. Et entre les deux, on a des zones de petits plateaux qui sont, eux, autour de 800 mètres d'altitude quand les îlettes sont autour de 500. Et on sait que ces zones-là sont reliées à nos îlettes sur lesquelles on a retrouvé les vestiges archéologiques et que l'on identifie à ce stade comme peut-être des zones plutôt de chasse pour aller récupérer des oiseaux nicheurs, pour peut-être récupérer un peu de la végétation qui pousse au-dessus, puisque ce ne sont pas des zones qui ont pu être habitées ou occupées. En tout cas, ça nous montre, dans un espace qui aujourd'hui est complètement abandonné, que le moindre espace un peu plat, un peu aménageable, a été transformé pour faire un petit îlet avec une case, quelques terrasses de culture, un petit jardin, et sur un îlet à côté, la même chose, et des réseaux de communication entre eux pour vraiment occuper tout ce qui était possible comme espace vivable. Donc là, on a eu l'exemple d'un gros ensemble en fait d'habitats isolés, et puis on a des habitats isolés qui pour le coup sont vraiment tout seuls. C'est le cas de la maison Bois-Jaune. Donc la maison Bois-Jaune, on la trouve à côté du plateau Picard, donc toujours dans la même zone entre Bourse et Grand Place. C'est une zone qui est demandée en concession dès 1834. Donc 1834, c'est une date qu'il faut garder à l'esprit, parce qu'on est quand même bien avant l'abolition de l'esclavage, donc ça il faut le garder en tête pour la suite de notre chronologie. On a déjà des gens libres qui viennent s'installer dans le cirque, et c'est quelque chose qu'on n'intègre pas forcément au niveau du grand public, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Donc dès 1834, c'est ce plan que vous avez là, la zone est connue, puisqu'on a déjà des noms pour l'îlette à Bourse, l'îlette à Malheur, etc., Grand Place. Voilà. Donc on a une géographie qui est connue et les gens commencent à s'installer en 1934. Donc le plateau Picard, c'est le sujet de nombreuses questions de propriété. On le retrouve dans plein d'archives différentes qui sont conservées aux ADR, celui on le voit partout. Par contre, au LIDAR, donc évidemment on a mené des prospections archéologiques sur le plateau Picard, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que peut-être un peu moins intéressante que ce qu'on vous présente. Mais à côté, il y a une anomalie qui était très franche et qui a été repérée. Donc c'est ce petit plateau. Donc on a deux espaces plats et un grand dénivelé au milieu. Donc à l'occasion d'une fin de journée, Jonathan nous a présenté cette anomalie, nous a dit on y va, on va voir. On s'est retrouvé devant cet énorme tas de broussailles qui pique, toujours sinon c'est pas très rigolo. Et on l'a dégagé et à notre grande surprise, on a retrouvé les soubassements très imposants et très bien réalisés d'une maison unique. Donc, qui avait deux murs de terrasse que vous pouvez voir ici, donc deux murs étagés, qui cumulent à peu près 3 mètres de hauteur, un escalier pour desservir les deux terrasses hautes et basses, donc quelque chose de vraiment très bien construit, très bien aménagé. Et en fait, en fouillant un peu dans les archives, on a un plan qui est édité en 1899 pour une toute autre raison, pour des raisons de propriété à Grand Place, sur laquelle on nous présente cette toute petite maison que vous voyez là,
comme le carreau Pierre-Louis, voilà, sans plus d'explications. Donc les archives nous permettent de dire qu'en 1899, oui, il y avait quelque chose, mais pour autant, on ne sait pas du tout ce que c'est, et archéologiquement, on n'a pas eu non plus de mobilier. Donc voilà des sites qui sont très imposants, très jolis esthétiquement, mais pour lesquels on n'a pas beaucoup d'informations scientifiques, malheureusement. La catégorie suivante, c'est l'îlette de la Roche-Ancrée. Donc la Roche-Ancrée qui est juste en dessous de Grand Place. Donc sur ce site, c'est un des premiers qu'on a visité quand on a commencé nos prospections. On a commencé par là parce qu'il y avait des vestiges assez atypiques, puis c'était un peu plus facile d'accès que le reste. Donc on retrouve très rapidement sur le lidar, vous voyez ces grandes entailles qui marquent le paysage. Donc ça, ce sont des fossés de drainage. En tout cas, c'est ce qu'on a interprété comme des fossés de drainage. Et on remarque aussi de nombreux bâtiments et puis surtout des voies de communication, que vous voyez ici en jaune, qui sont anormalement larges par rapport à ce qu'on avait remarqué. Donc ça n'a rien à voir avec les sentiers du Bras-Sainte-Suzanne, on est sur quelque chose de beaucoup plus imposant. Donc on y est allé. Et on a notamment un des vestiges qui a attiré notre attention. C'est un grand bâtiment au mur tout en pierre, et ça, pour ma FAT, de ce qu'on a vu, des murs en pierre qui vont du sol à la toiture, on n'en avait pas. C'est un bâtiment très bien construit avec des angles de murs en pierre de taille, des fenêtres très bien matérialisées, en tout cas pour nous archéologues. Donc quelque chose de très beau qui ne s'apparente pas du tout aux bâtiments privés qu'on pouvait retrouver. Et par recoupement d'indices, en fait, il pourrait s'agir de la chapelle du Bloc, donc l'îlette Bloc, qui est l'ancien nom de l'îlette de la Roche-Ancrée, qui est construite vers 1880 et qu'on voit sur le même petit plan de 1899. Donc ce petit plan, quand on l'a trouvé tout à fait par hasard, il était vraiment providentiel, on était très contents. Donc on a fait en 2020 notre première session là, et là on vient de passer 3 jours la semaine dernière sur le site, donc on l'a complètement dégagé. Donc c'est un bâtiment qui fait 5 mètres sur 4 à peu près, donc c'est pas forcément très très grand. On l'a entièrement dégagé pour commencer à faire des sondages. Et quand on l'a retrouvé, il était comme ça. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée du travail manuel qu'il y a avant de mettre en place l'opération archéologique, de débroussaillage, sous la gouverne du PNR quand même pour ne pas faire n'importe quoi. En plus de cette petite chapelle, cette petite église, cette année, on a pu se concentrer, comme on avait un petit peu plus de temps, sur le petit cimetière qui était représenté sur l'archive. Et dans une archive textuelle, on nous disait aussi qu'il y avait un cimetière. Donc on avait bien une idée de là où il était sur le lidar. Là, on y est allé, on s'y est orienté, et grand coup de chance, qu'est-ce qu'on voit? Des frangipaniers. Donc les frangipaniers, ça évoque généralement dans l'île le cimetière, donc voilà, là, une dizaine de frangipaniers qui s'étalent, on s'est dit, ok, c'est ici. Et en effet, c'était là, et on retrouve de façon de matérialiser les sépultures. Alors malheureusement, on a quand même manqué un peu de temps, puis la zone, elle est très très embroussaillée, donc on n'a pas un compte réel du nombre de sépultures. Clairement plus d'une dizaine, peut-être même plus d'une vingtaine. Donc avec 2 types de matérialisation différentes, des croix, donc c'est quand même très minoritaire, mais surtout un enclos de sépulture en pierre qui est surmonté par un bloc sur lequel on va poser de plus petits cailloux. Donc ça, voilà, c'est un travail qu'on va devoir du coup initier maintenant, la compréhension de ces anciennes pratiques funéraires, en tout cas de ces façons d'honorer les morts en ajoutant des cailloux au fur et à mesure des visites. Donc ça reste un travail à effectuer. Le plateau du Bloc, donc l'ancien nom de la Roche-Ancrée, il est concédé lui aussi assez tôt dans l'histoire de ma FAT, donc avant l'abolition en 1833. Pour autant, on apprend par les archives qu'il n'y a pas trop d'activités qui s'installent. C'est plus un placement foncier qu'autre chose, on va dire. Par contre, quand les termes de ma FAT, on va en parler ensuite, sont mis en place, on fait passer la route coloniale par Bloc. Et c'est ça, cette énorme trace qu'on voit passer, c'est le chemin qui mène au terme. Et le Bloc, il est un petit peu entre Grand Place et les Thermes, donc c'est une zone un petit peu stratégique. Et on propose même à une époque dans les archives de placer les gîtes pour les curistes qui vont en fait aller au terme. Donc cette route coloniale, en fait, elle suit à peu près le tracé du GR actuel, en tout cas du sentier de randonnée actuel, mais on la retrouve par morceaux complètement abandonnés sur le lidar et qui va donc de Debras jusqu'à la Nouvelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très visible pour nous.
Pour terminer sur l'histoire de la Roche-Ancrée, en 1893, le cimetière est désaffecté parce qu'on a une inondation, donc ça aussi c'est les archives qui nous l'informent. En 1922, donc là aussi un rapport retrouvé aux archives départementales. En 1922, on a une petite photo qui nous montre le bâtiment qui est déjà en ruine à ce moment-là. Donc la zone, elle est clairement instable et ça, c'est Jonathan qui va vous en parler. Alors effectivement, on voit du coup dans un cas comme celui-là, l'intérêt d'avoir des données archéologiques et puis des données d'archives, mais les données d'observation du terrain naturel contribuent elles aussi encore un peu à préciser cette histoire. Et donc là, vous avez la morphologie générale du site. Donc notre église, elle se situe ici, les drains que l'on a sont ici, ces petites terrasses à cet endroit. Et en fait, lorsqu'on fait une étude géomorphologique de la zone, en matérialisant les circulations hydrologiques dans la zone, eh bien on voit une érosion qui est très forte sur cette partie-là, ce qui ne pose pas énormément de problèmes, mais surtout dans cette ravine, vous voyez ces petits arrondis qui sont vraiment des niches d'érosion, des loupes de glissement qui vont en fait grignoter cette îlette petit à petit. Alors là, on a fait un relevé justement, on a vraiment pris un point au bord de la falaise il y a 5 jours qui va nous permettre de mesurer entre la date du relevé lidar et maintenant de combien ça a reculé. Mais on a vraiment là une des explications en fait de l'abandon de cette îlette. Il n'était pas possible de rester ici trop longtemps parce que la zone du cimetière qui se trouve là, on a des croix qui sont vraiment au bord de la falaise et on voit vraiment que la dynamique érosive ici, elle emporte petit à petit ce plateau. Et donc c'est aussi ça, l'histoire de Mafate, c'est des endroits où on s'installe, où on va mettre en œuvre ici le plus gros bâtiment en dur construit sur le cirque, qui en fait est dans un endroit qui ne sera pas vivable très longtemps et sur lequel on est obligé de partir. Et on voit d'ailleurs ici en pointillé, vous avez le sentier originel avec une partie du sentier ici qui a été emportée par une zone d'érosion, et puis ici le sentier qui se perd et qu'on retrouve un peu après parce qu'il est couvert par une zone là d'accrétion où la falaise est venue oblitérer complètement le passage du sentier et de ce chemin. Donc on arrive avec ces différentes techniques finalement, avec ces différentes approches, à raconter une histoire un petit peu plus précise de la vie de cette îlette. Ici, vous avez une photographie pour que ce soit un peu plus intelligible. Donc, vous avez vraiment le plateau de la Roche-Ancrée et puis cette zone de ravinement avec ici tout le bassin de ruissellement qui est concerné et la rivière des Galets qui est en dessous. Donc, c'est quelque chose qu'on vous illustre ici avec ce site, mais qui existe sur de nombreux autres sites que l'on a identifiés. Mais disons que c'est celui où c'est l'un des plus significatifs. Alors, puisqu'on parlait du sentier qui passait par la Roche-Ancrée, mais qui mène ensuite à Mafate, qui est vraiment le lieu originel du nom de Mafate, et bien si on poursuit, on arrive à un site, je te laisserai le mettre après la vidéo, parce que ça va faire pareil, qui est un point qui a attiré notre attention à peu près au début du programme. On savait qu'il y avait eu des thermes à Mafate. Il y a les thermes de Silos qui existent toujours, il y a les thermes de Salazie dont on peut visiter les vestiges aujourd'hui, mais j'avais lu quelques informations, il y a des gravures de Roussin qui mentionnent les thermes de Mafate, mais quand on cherchait un peu, c'était difficile de savoir vraiment où c'était. Et donc ce que j'avais lu, c'était ça a disparu sous l'écroulement du Bronchard, sous un écroulement du Bronchard. Alors, je me suis dit, impossible de trouver des vestiges dans ces conditions, mais peut-être qu'on va voir si on arrive à trouver la loupe de glissement, la zone du Bronchard qui s'est écroulée et qui a pu enfouir les vestiges. C'est des cas qu'on connaît en archéologie dans d'autres contextes. Et puis finalement, en traitant le lidar, on s'est rendu compte que ça n'était pas sur le bas du Bronchard, mais finalement en face, sur l'autre rive, qu'on a cette petite zone que vous voyez ici, qui est une îlette qui est déjà une zone d'accrétion, mais plus ancienne, sur laquelle il y a des choses qui n'étaient pas naturelles, qui sont ces petits plateaux, ces petites terrasses qui sont nombreuses et qui viennent impacter finalement la forme naturelle du cône. Et qui montrent qu'on a ici, sur cette îlette, un petit village qui est préservé exactement à l'endroit où devaient se situer ces terres. Alors exactement non, puisque c'est un tout petit peu au-dessus de la rivière, et pour cause, on va voir avec l'étude en archives par la suite pourquoi il y avait 2 zones de village. Et donc ça, c'est le premier point qui nous a permis finalement de cibler et de voir qu'on avait des vestiges de ce site-là. Alors on s'est rendu sur place, c'est un des premiers sites que l'on a visité, ou le premier même.
Et on a été assez stupéfait, après quelques acrobaties pour accéder au site, de voir une conservation des vestiges qui est très importante, avec des murs de terrasse qui font pour certains 3 mètres de haut, en appareil presque polygonal pour utiliser un jargon archéologique, qui montrent un aménagement considérable dans un endroit là aussi assez instable. Et puis, sur certaines terrasses, des soubassements de maisons. Alors là, des soubassements où on a vraiment uniquement le soubassement en pierre, avec dans les angles quelques pierres de taille pour recevoir les poteaux de la superstructure en bois de l'habitation. Et donc on a pu comme ça, avec 2 sessions sur site, cartographier, relever précisément toutes les structures et tous les aménagements de ce site, identifier un petit peu de mobilier qui date de la deuxième moitié du 19e siècle, et donc de cette manière cartographier tout cet îlet haut qui ménage des terrasses entre des zones de blocs, entre des zones un peu de ravinement, où on voit vraiment qu'on a une optimisation de l'espace très importante, et on va le comprendre avec ce que va vous dire Fanny sur les archives. Il y a vraiment un moment où on a aménagé l'intégralité de l'espace possible dans ce secteur-là. Pour ce qui est de la partie basse, on a moins de vestiges. Sur le bord de la rivière, il n'y a vraiment plus de vestiges encore visibles, mais on a une petite zone qui est préservée, donc qui est dans ce secteur-là. On a là aussi une très belle terrasse qui est conservée, qui est encore un peu plus haute que la précédente, qui s'appuie sur un rocher, sur un très gros rocher, et par-dessus un soubassement de maison. On sait également que sur un îlet un peu plus haut, il y a un grand mur que l'on voit au lidar, que l'on a pu voir en drone, mais que l'on n'a pas réussi à atteindre. Et donc cette histoire, ce sont les archives qui vont nous en donner le détail. Donc en effet, le site des Thermes, c'est celui pour lequel on a le plus d'archives. Ça a été des centaines et des centaines de documents qui sont conservés ici, qui au passage ont bien occupé notre confinement du Covid, puisque ça a déjà commencé à ce moment-là, et sans lesquels on aurait eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire du site. Parce que c'est vrai que quand on y allait la première fois, on ne comprenait pas trop pourquoi il y avait un village perché, pourquoi au niveau de la rivière il n'y avait absolument rien, donc tout était très flou, il n'y avait pas grand-chose qui collait. Donc, très synthétiquement, c'est une histoire qui est très dense, qui connaît plein de rebondissements. Et donc, synthétiquement, les sources de Mafat sont sulfureuses. Ce sont les seules sources sulfureuses de l'île. Les autres sont ferreuses, donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Elles sont découvertes officiellement en 1853. En tout cas, c'est là qu'on va commencer à les utiliser et à vouloir les utiliser. Cependant, un premier repérage aurait été connu dès 1790 par un des esclaves d'un autre concessionnaire, d'un grand concessionnaire de Mafat, donc à Aurère. Après la découverte de 1853, on va avoir un emballement. Tout de suite, on se dit, oh là là, des sources sulfureuses, c'est génial, surtout que dans la médecine de l'époque, une source thermale, ça soigne beaucoup de choses, une source thermale sulfureuse, ça soigne encore plus. Donc des maladies de peau, de toutes les affections possibles et inimaginables pourraient être soignées par cette source. Donc il y a un intérêt certain. Et en 1854, le gouverneur de l'île va demander la construction d'un chemin vers cette source. Et on va avoir un docteur, le docteur Millet-Fontarabi, et un pharmacien, Émile Grélot, qui vont procéder à des essais cliniques, donc avec des petits groupes de patients atteints de maladies diverses. Ils vont aller faire une petite cure dans le fond Mafat pour voir si la source a un effet curatif sur ces personnes-là. Donc la route, cette route coloniale qu'on voyait au lidar, elle est aussi documentée par l'iconographie. Donc on la voit chez Roussin, on la voit aussi dans des rapports donc, de 1922 qui sont conservés aux archives. Donc on a vraiment une permanence de cette route qui était vitale pour l'économie de la source. Le docteur et le pharmacien vont demander la concession de 2 terrains. Donc vous voyez le document. Le terrain de l'îlette Simandal, qui correspond en fait au bord de la rivière, et puis l'îlette de la Nouvelle, parce qu'à cette période, on pouvait se permettre de demander la totalité de la Nouvelle en concession. En 1857, on va proposer la construction d'un établissement de bains. On voit qu'on est quand même 4 ans plus tard, et il faut attendre 1863, donc 10 ans plus tard, pour qu'on ouvre un établissement. Donc là, c'est des jeux politiques pour savoir qui va faire quoi. Finalement, c'est le pharmacien Grélot qui va gérer concrètement sur place le fonctionnement de l'établissement thermal. Donc aux archives, on a retrouvé plein d'exemplaires, plein de versions différentes du règlement intérieur des thermes, donc on sait précisément combien ça coûtait, combien ça fonctionnait, qui pouvait y aller, combien de temps duraient les bains. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces tranches de vie qui sont conservées.
Les années 1870, c'est l'âge d'or de la source de Mafat. Donc on a Roussin qui nous offre une très belle lithographie et on a un plan qui n'était pas daté, qui est conservé aux archives, mais qu'on a réussi par recoupement d'indices à dater de 1872. Là, grâce à ce plan, on comprend qu'il y a deux villages. Il y a le village bas, avec les bains, l'établissement des bains qui est implanté par ici, et un village haut qui est implanté au-dessus de la rivière, de l'autre côté du bras Simandal. On sait aussi qu'en 1876, on va inaugurer la chapelle Notre-Dame de Lourdes sur le bâtiment haut. Et pour la petite histoire, quand l'Illette est abandonnée, la cloche de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes est transférée à Grand Place, où elle est toujours visible aujourd'hui. Donc la cloche de Grand Place, si vous la voyez, vous pourrez vous dire que c'était la cloche des Thermes de Montfort. En 1886, on a la très très grande chance d'avoir une photographie du site qui nous montre le village bas. Donc c'est une photographie sur plaque de verre qui est une méthode peu employée mais qui est très intéressante pour nous parce que la résolution est fantastique. On peut vraiment zoomer et voir plein de détails. Et ça nous explique un petit peu l'architecture de la zone. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un grand bâtiment qui est sur une terrasse en pierre, comme d'habitude, mais dont le rez-de-chaussée est en pierre et on a un premier étage en bois. Donc ça, c'est le bâtiment des bains. C'est là que l'activité thermale se passait. Et tout le reste des petites maisons privées sont en planches de bois. Donc ça nous apporte beaucoup de choses sur l'architecture que nous, en tant qu'archéologues, on ne pourrait pas retrouver. Le lit de la rivière, c'est un détail qui est important et qu'il faudrait retenir, c'est qu'il est assez étroit. En fait, ici, vous avez le flanc du Bronchard, le pied du Bronchard, et là, vous avez les premières occupations. Il est étroit et surtout, il est très empierré. Vous voyez tous ces blocs erratiques. L'activité de la source, elle va décroître à la fin du 19e, comme toutes les autres sources de l'île, parce que c'est plus tellement la période, la mode du thermalisme est passée. Fin 19e, on commence déjà à avoir des soucis financiers. En 1899, on va avoir une première destruction du village bas et un ensevelissement de la source. Donc le problème, c'est pas que le village est détruit par un éboulement, c'est plutôt que le Bronchard va venir à ce niveau-là, sur le plan de 1904, on le voit très bien, va venir obstruer en fait le cours de la rivière des Galets, qui va monter et va ensevelir la source sous de nombreux sédiments. Et donc là, vous avez une photographie suite à ce gros éboulement qui montre que la rivière n'est plus du tout étroite et empierrée, mais plutôt un lit très large et beaucoup plus sablonneux. Et en fait, par recoupement d'indices, en vérifiant les iconographies, on peut se rendre compte que le niveau du lit de la rivière a monté d'environ 3 mètres en emportant tout sur son passage. Donc dans ces années-là, au début du XXe, on n'a plus d'établissement thermal qui est détruit, qui a disparu, et on va y mettre, j'ai envie de dire, 4 pauvres petites bassines en zinc, 4 baignoires pour quand même permettre une activité minimale du site. L'iconographie, ça aussi était un point clé pour comprendre où était la source. Parce que oui, on avait une idée à peu près à partir des plans, mais la retrouver véritablement, ça a été un peu un jeu de piste, donc d'une iconographie à l'autre, en chassant les représentations des gros cailloux, en se disant, tiens, celui-là, c'est celui-là, il est représenté ici, on le voit toujours dans le paysage. Donc celui-là, cet énorme rocher représenté par Roussin, on le voit toujours au début du siècle, on le voit toujours aujourd'hui, vous voyez que le niveau a bien monté, et ça nous a permis de localiser la source. Pour être encore plus précis, on a été accompagné par un géologue de l'Observatoire du Piton de la Fournaise, avec une caméra thermique donc, qui nous montre précisément où sont les résurgences. Donc pas très chaudes, mais historiquement, les archives nous disent qu'elles n'étaient pas très chaudes. Donc on a retrouvé les sources, parce qu'elles ont été retrouvées plusieurs fois au début du XXe. Donc ce site est très intéressant puisqu'il nous permet de faire des parallèles très directs entre la réalité du terrain et les données d'archives. Donc on a réussi, Jonathan a réussi en se penchant dangereusement au bord de la falaise du village haut, à reprendre la même vue que Roussin. Et donc on a une superposition quasiment parfaite, et c'est l'affiche de la conférence, une superposition parfaite de ce qu'on a aujourd'hui et du village. Donc les archives du village haut nous montre aussi une superposition parfaite avec nos vestiges archéologiques. Donc ça, on est très content d'avoir des choses qui collent parfaitement. C'est quand même assez rare dans la discipline. Et puis, on a des relations qui sont importantes d'une donnée iconographique à l'autre. Donc avec ce plan qui n'était pas daté, mais comme on avait une iconographie, une gravure de Roussin datée de 1870, en fait, il a été assez facile de faire le parallèle entre certains éléments bâtis ou du paysage pour dater le plan.
Dernier petit détail, alors c'est vraiment du détail, on a retrouvé une des maisons, la seule conservée au bas de la rivière, c'est la maison Bidel, et en fait c'est un petit clin d'œil de l'histoire parce que c'est la seule toujours dans le lit de la rivière et c'est celle qui est représentée absolument partout. Sur tous les plans, elle est représentée, elle est là, là, là. Sur toutes les iconographies, elle est représentée, elle est là. Et sur toutes les photos, elle est représentée. Donc c'est vraiment un point central qui nous a permis d'articuler un petit peu l'agencement des photos les unes par rapport aux autres. Voilà pour la partie historique. Alors là aussi, c'est un site, quand on regarde sa morphologie, son implantation, on voit des zones d'érosion qui le grignotent petit à petit et qui expliquent aussi qu'on a mis un petit peu de temps au début à vraiment comprendre la relation entre ce qu'on avait trouvé et la zone et les plans par exemple, puisqu'en fait le plan il montre un îlet qui est un peu plus grand que ça et qui a un peu disparu petit à petit. Et donc il nous montre un peu ce grignotage au fur et à mesure, qui a l'air un petit peu plus stable maintenant que ça a reculé, mais on a pu même identifier d'où provenaient certains des gros blocs que l'on a dû franchir pour accéder au site et qui en fait étaient accrochés dans la paroi au début et qui sont tombés par la suite. Alors si on fait la synthèse de ce qu'on voit archéologiquement sur ce site, on peut aujourd'hui proposer un plan quand même de ces habitations, en tout cas du village haut et puis d'une des habitations basses, et qui nous montre là un site tout à fait atypique parce qu'on a un aménagement très dense sur une topographie particulièrement hostile, mais qui là est motivé par la proximité de cette résurgence sur le site. Et en fait, quand on raconte l'histoire, quand on voit les vestiges, on comprend que ce qui s'est passé là, c'est vraiment une sorte de petite bulle économique. Il y a un moment cette découverte de la source, une source avec des vertus médicales qu'on lui prête, mais qui fait quand même un peu moins de 30 degrés à la sortie. Donc quand on connaît la température ambiante dans la zone, ça arrive pas très chaud quand même, si vous voulez, une fois que c'est dans les bains. Et on a un emballement avec vraiment toute la bonne société qui achète des parcelles, qui achète des terrains sur place, qui veut construire une auberge ici, dans un endroit qui finalement s'arrête brutalement devant la réalité des conditions naturelles de ce lieu. Et avec, pour nous, un intérêt archéologique, puisque là, on a des activités très spécifiques, une architecture particulière qui est là vraiment le décalqué d'une architecture qui se fait ailleurs pour la mettre dans cette zone-là, et un site tout à fait atypique et intéressant parce que il montre vraiment un petit phénomène qui est bien documenté à la fois par le terrain et par les archives. Alors après ce panorama général des types d'occupation que l'on a, ce que vous voyez, c'est à la fois comment le terrain et les archives, effectivement, vont combiner les choses et nous permettre d'éclairer un sujet ou un autre en confrontant les informations. Nous donner des types d'occupation, à la fois des types d'occupation, des types d'activités, des types de modes de vie, aussi des façons dont on s'implante selon les pentes, selon la topographie du terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on a réussi à identifier et on a pu faire une typologie des pentes et de l'aménagement des pentes parce que ce que l'on voit sur ce site, dans cet environnement du cirque de Mafate, c'est que le moindre espace qui pouvait potentiellement être aménagé l'a été à un moment donné et qu'aujourd'hui, il y a à peu près 700 habitants à Mafate, 700-800. On sait qu'au cours du 19e siècle, il y a un moment, il y a un peu plus de 2000 habitants recensés. Et donc il y a vraiment eu une période où le moindre espace qui pouvait l'être a été aménagé et on a construit sur ces endroits. Et donc cette typologie des aménagements de pentes, c'est un résultat que l'on peut observer grâce à l'archéologie, que l'on peut matériellement quantifier et observer. Aussi une typologie des modes de construction, puisque entre nos observations archéologiques, les données que l'on a dans les archives, on arrive à voir une répartition un peu des modes de construction, une évolution un peu des modes de construction, et une façon dont certaines techniques ont perduré et d'autres ont été abandonnées par la suite. Et puis, avec le recul, pour ce qui est plutôt de la chronologie, de l'histoire générale, vous vous souvenez de cette chronologie très succincte de l'histoire connue, générale de Mafate, nos travaux, et ceux qui suivront, petit à petit permettent de rajouter des jalons, de réajuster des curseurs, de comprendre que cette chronologie, elle est beaucoup moins simpliste que l'on peut le penser quand on ne s'est pas penché factuellement sur les choses, et qu'on a vraiment, et notamment pour ce qui est du marronnage et de la zone et de la période d'installation des petits blancs, une période de chevauchement assez importante, et donc des cohabitations assez importantes, et donc une histoire de la vie dans le cirque de Mafate qui se complexifie, qui se précise, et qui s'éclaire petit à petit en combinant toutes les sources les unes avec les autres. Enfin,
Ça, c'est un point qui est important parce qu'on est dans un espace aussi qui est touristique, qui est visité, qui a un attrait pour son observation, pour ce paysage qui paraît naturel et qui, pour nous, après y avoir passé du temps, eh bien, est véritablement un paysage géohistorique dans lequel, lorsqu'on observe un endroit sur lequel on voit uniquement quelques cases ici pour cette îlette, eh bien, on peut, si on prend en compte les données historiques et archéologiques, identifier une zone d'habitat, une deuxième zone d'habitat au XIXe siècle, des espaces de communication entre eux, des phénomènes naturels qui oblitèrent, qui coupent ces espaces, qui conduisent à leur abandon, qui conduisent à ce qu'on s'installe à un endroit ou à un autre, et qui montrent que le paysage a beaucoup encore à nous dire, et que ces données archéologiques permettent d'avoir une lecture plus profonde de nos observations et des photographies que l'on peut faire lorsqu'on se balade. Alors pour conclure, on souhaite vraiment remercier tous les collègues qui nous ont accompagnés sur le terrain, que ce soit nos collègues du Parc National, de l'Observatoire, les Mafatais qui nous ont accompagnés ou avec lesquels on a échangé, et ceux qui continuent de faire partie de nos missions. Et puis surtout, on vous remercie de votre attention, on espère que vous avez des questions à nous poser.